Merci de nous accueillir chez vous. Vous ne serez pas déçus, c'est moi qui vous le dis, puisque Loïc Ballet, en quelques coups de pédale du Tour de France jusqu'aux Journées du patrimoine, nous emmène découvrir un lieu unique. Ce matin, il nous ouvre les portes d'un lieu très riche en histoire. Bonjour Loïc, nous sommes en Franche-Comté. Et si j'ai bien compris, on parle certes patrimoine, mais aussi cuisine. Ah oui, alors là, vous allez voir, on va parler patrimoine et exactement gastronomie. On va parler d'un ingrédient, allez, qu'on maîtrise et qu'on met dans notre cuisine depuis des millénaires. Si je vous parle de gabelle, si je vous dis que c'est l'or blanc du Moyen-Âge, on va parler... Du sel. Du sel, Laurent. Il est là. Il paraît que ça porte bonheur sur l'épaule gauche ou droite, je sais plus. Bon, en tout cas, vous dire que si on est ici, c'est regardez où nous sommes. Nous sommes en Franche-Comté. On est dans le Doubs et nous sommes à la Saline Royale d'Arc-et-Senans, un lieu incroyable puisque dans ce lieu, pendant plus d'un siècle, on a produit, on a extrait du sel et tout ça, on le doit grâce à qui? Eh bien, on le doit au départ à Louis XIV. C'est lui, le grand monarque, qui va décider d'annexer la Franche-Comté. Et pourquoi il annexe la Franche-Comté? Eh bien, parce qu'il sait que son arrière-petit-fils, Louis XV, un jour, ordonnera la construction de la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Parce que dans le sol du Doubs et du Jura, il y a des gisements de sel et on doit ce lieu à un architecte incroyable, Nicolas Ledoux, l'architecte révolutionnaire qui va dessiner cette Saline Royale comme nulle part ailleurs. Alors dites-moi où est le sel, parce que normalement le sel on le trouve en bord de mer. Je dis ça... Ah oui. Vous avez raison, le sel, normalement, il est en bord de mer. C'est essentiellement comme on le produit aujourd'hui. Mais en fait, le sel, on le trouve aussi ici dans des sources d'eau salée qui vont, en remontant à la surface, traverser des nappes de sel et jaillir, gorgées de sel. Le seul problème dans l'histoire, c'est que, en fait, ces sources d'eau salée sont à 15 km d'ici, dans le Jura, et que pour les amener jusqu'à dans le Doubs, jusqu'ici, en fait, on va construire un immense pipeline en bois. Nous sommes au XVIIIe siècle, et on va emmener finalement le sel et l'eau salée jusqu'ici. Alors Hubert, expliquez-nous pourquoi c'est ici et pas à 15 km à Salins-les-Bains. Eh bien, à Salins-les-Bains, on exploitait le sel depuis le Moyen-Âge. Et on avait une catastrophe écologique. On avait totalement rasé les montagnes alentours et il n'y avait plus de bois. Ah, donc il fallait du bois. Alors juste, on va vous faire visiter, Laurent. On se promène en triporteur en même temps. Juste, expliquez-moi, pourquoi il nous faut du bois en fait pour faire le sel? 15 000 stères de bois par an pour faire évaporer l'eau et récolter le sel. Ah oui, parce qu'en fait, le principe, il faut le savoir, c'est qu'on va chercher à chauffer cette eau salée, l'eau s'évapore et le sel arrive en fait. C'est ça, on récolte le sel. C'est du sel inigène, du sel qui est obtenu par évaporation. Alors, juste, ce qui est intéressant dans tout ça aussi, c'est que ce sel est extrêmement précieux. C'est pour ça, en fait, qu'on va construire ce site gigantesque. On y met les moyens quand même, non? Écoutez, vous voyez, c'est quasiment un palais. On n'imagine pas une manufacture de sel. Et alors, ce qui est intéressant, Laurent, c'est qu'en fait, on parle d'ici comme presque une cité idéale. C'est-à-dire que le Doubs va révolutionner l'architecture des manufactures, en fait. Ouais, cité idéale où tout le monde bosse quand même, hein. Oui, ah oui, vous avez raison. C'est vrai que tout le monde bosse. Alors, juste, c'est pas vrai. C'est une cité idéale ou pas, finalement? C'est une cité idéale dans l'esprit de Ledoux. En tout cas, il a vu comme ça dans les années qui ont suivi. Mais au moment où il construit cette manufacture, elle est très rationnelle au niveau de l'utilisation industrielle. Alors, juste, ce qui est assez magique, on a de très belles images aériennes justement de ce lieu, où on va comprendre la taille et la démesure de ce lieu. En fait, c'est révolutionnaire parce qu'il faut comprendre, les amis, et vous Laurent, c'est qu'en fait, on va permettre aux ouvriers de vivre sur place. C'est-à-dire qu'on naît, on meurt, on jardine, chacun a son jardin. En fait, on recrée une cité, en fait. Oui, et on comprend pourquoi il a inspiré Proudhon, Fourier. C'était effectivement, les gens vivaient ici, les familles vivaient ici, travaillaient toutes ici. Et chaque famille était entièrement employée. C'est-à-dire les enfants récoltaient les cendres sous les foyers, les femmes faisaient les pains de sel et les hommes récoltaient le sel au foyer. Et alors, ce qui est assez magique et bluffant, c'est ce bâtiment-là, qui est quand même, alors on reste quand même très royaliste dans l'histoire, parce que le directeur représente le roi, c'est ça, et il est au centre du demi-cercle. C'est-à-dire qu'il voit tout de son bureau, c'est ça? C'est surtout le symbole du pouvoir royal. Hein, c'est vraiment vous savez, la Franche-Comté n'est pas française depuis longtemps. Ah, donc c'est depuis on Louis les XIV. surveille de près. Donc voilà, il faut marquer la puissance royale et ça en est le symbole. Alors cet œilleton qu'on voit, cet oculus, est soit le symbole de la surveillance, ça a été dit, mais c'est peut-être aussi un symbole maçonnique. Le Doubs était franc-maçon, comme beaucoup d'architectes à l'époque de la Révolution. Et donc vous voyez l'œil de la connaissance aussi.
Bon, alors, l'idée, en fait, on vous rassure, Laurent, là, on était là, nous, ce matin, mais c'est ouvert tout le week-end pour les journées européennes du patrimoine. Vous serez là, Hubert, pour les visites? Bien sûr. Voilà. Bien Bon, sûr. ben, nous aussi, on va peut-être rester la journée pour faire les visites. Très impressionnant, un lieu magnifique. Je pense qu'effectivement, il y aura beaucoup de visiteurs. Merci beaucoup, Loïc. Merci à Hubert Tassi également.